Bon, assieds-toi, fais-toi couler un café parce qu'on va attaquer un gros morceau aujourd'hui. Pourquoi tu ne dois pas investir dans le S&P 500 ou en tout cas ne pas le faire aveuglément? Il y a plein de choses à prendre en compte et tu vas peut-être te rendre compte que le S&P 500 c'est pas le meilleur truc pour toi. On va se poser la question de pourquoi est-ce que tant de gens investissent sur le S&P 500? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Pourquoi est-ce que tu voudrais investir sur le S&P 500, un ETF, etc. Et on va essayer de trouver des alternatives à tout ça. Avant ça, je voulais te montrer mon portefeuille. Tu peux voir que j'ai fait une plus-value de 98 € hier, puisqu'aujourd'hui les marchés sont fermés. Si ça continue de bouger un peu, c'est à cause des crypto-monnaies qui, elles, ne se ferment jamais. Donc là, c'est les fluctuations des cryptos. Mais voilà, je suis proche de 100 € en un jour et c'est une très bonne nouvelle pour commencer à cultiver son indépendance. Bien évidemment, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a même des jours où je vais perdre 100, 200 €. Mais c'est un truc qui est sympa à voir, à découvrir quand tu commences à investir. Donc si tu es étudiant comme moi, que tu es tout jeune et tu n'as pas beaucoup à investir, je te recommande ce courtier où tu as de très faibles frais et tu peux prendre une habitude d'investissement programmée chaque semaine, chaque mois pour arriver au même stade que moi. Sachant qu'en réalité sur les 17 000 €, il n'y en a que 7-8 000 qui sont investis, le reste c'est en attente. Bon, on attaque le vif du sujet avec le S&P 500. Quel est le rendement annuel moyen du S&P 500 ? En point clé, tu peux voir que l'indice a enregistré un rendement moyen annualisé historique d'environ 10% depuis sa création. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va juste lire cette partie-là. Le S&P 500 a été créé en 1926 avec seulement 90 actions. Le rendement annuel moyen depuis sa création est d'environ 10 à 11%. Le rendement annuel moyen depuis l'adoption de 500 actions dans l'indice est de 8%. Donc soit en fait depuis 1957 il y a eu une performance énorme, soit en fait on peut voir que 500 actions, avoir trop d'actions dans son portefeuille, ça réduit la performance. On passe quand même de 10 à 11% à 8%. C'est bien moins que prévu qu'attendu. Donc déjà investir sur le S&P 500 pour viser 10% par an comme ça sans rien faire, c'est pas certain. On est sur du 8% par an environ. Ensuite, si on va sur le S&P 500, voir comment est-ce qu'il est composé. On peut voir, j'ai fait le calcul pour toi, que les 5 premières capitalisations, là, les 5 premières places du classement, elles représentent 20% de l'indice. Et les 10 premières représentent 30% de l'indice. C'est-à-dire que là, avec 10 entreprises, tu réalises 30% de la performance. Et donc, ça peut être intéressant d'être investi sur les autres entreprises. Mais quand tu descends tout en dessous et que tu vois que tu as, on va prendre une entreprise qui est connue, Ralph Lauren qui représente 0,01%, c'est-à-dire que l'entreprise, elle ferait x10 que tu le verrais à peine. Pareil avec Whirlpool, pareil avec Hasbro. Enfin, tu as plein d'entreprises. C'est bien parce que voilà, tu en as plein et tu es investi sur un peu tout. Mais en réalité, tu es surtout investi sur les 14-15 premières. Et non, on va descendre un peu sur les sur les 50 premières. Voilà, tu es investi sur les 50 premières et le reste, si Pfizer augmente bien comme il faut, tu le verras à peine, ce sera imperceptible. Donc investir sur le S&P 500 pour être pour toucher à tout, c'est pas une bonne idée. Ou alors, dans ce cas-là, tu investis sur le MSCI World, un indice qui représente qui regroupe la plupart des capitalisations boursières des pays développés. C'est pour ça qu'on a le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada. Ce sont des pays développés avec des places financières qui sont reconnues. Et on a un retour en fait de 8% par an depuis 1987 ou de 9% par an sur 10 ans. Ce qui est sensiblement la même chose comparé au S&P 500, sauf qu'on n'est pas bloqué sur les États-Unis, on est ouvert au monde entier. Et surtout que on a combien d'entreprises? Attends, là, on a 1480 entreprises, donc on en a quand même presque 3 fois plus, là, on a 1480. Mais on est aussi investi sur des entreprises, des grosses entreprises européennes. On est par exemple investi sur du LVMH, sur du Novo Nordisk qui en ce moment fait beaucoup parler de lui. On a de grosses capitalisations qui sont hors États-Unis. Ce qui fait que si on veut se protéger des taux de change, si on veut se protéger de plein de choses, moi je préfère investir sur le MSCI World que le S&P 500. Mais peut-être que toi tu veux vraiment te diversifier parce que le MSCI World, comme je t'ai dit, ce sont que les pays développés. En quel cas, au lieu d'investir à la fois sur les pays, sur le World et à la fois sur les pays émergents, tu peux investir sur les deux en même temps. C'est un ETF ACWI qu'on va voir juste là, qui est constitué sensiblement pareil. On passe de 70 à 62% des États-Unis, de 7 à 5% pour le Japon, United Kingdom, Royaume-Uni, France, Canada, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a quand même 20% de autres comparé ici à
13% de autres. Et cette fois-ci, on est quand même exposé à près de 3000 entreprises, ce qui est bien plus gros, ce qui est bien plus rassurant en tant qu'investisseur. Autant investir sur 500 entreprises, tu te dis bon par exemple si le marché américain chute, tout le S&P 500 va chuter. Autant si tu es sur le world, ça va être si le marché américain chute, tu vas sûrement avoir le marché français avec puisque tout le monde est exposé à tout le monde. Autant si tu es sur le world plus pays émergents, tu vas avoir quand même une sorte de meilleur équilibre. Donc tu auras moins de performance si les émergents font moins bien que les autres, mais au contraire, tu auras sûrement plus de performance si les émergents sont stables entre eux parce que ce sont des pays qui sont tellement en développement que leur seul marché suffit. Bon, par contre, on peut voir que les 10 principaux, ce sont toujours les mêmes quasiment. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que tu vois, on a plus de pays et quand on regarde la performance historique, en fait, on est sur du 8% par an pour le world plus pays émergents, alors qu'on est plutôt sur du 8-9% par an sur le MSCI World tout court. Donc, on pourrait toujours s'exposer à autant de pays, à autant de capitalisation, mais peut-être voir pour avoir plus de performance. Et c'est pour ça qu'on a créé un indice qui est Quality. Donc là, on reprend le MSCI World, mais cette fois, on va utiliser des filtres pour avoir que les entreprises qu'on appelle de bonne qualité. Quand on regarde comment est-ce qu'ils choisissent leurs actions, ils choisissent des gros ROE, retour sur equity, une croissance des bénéfices stables année après année, et un faible levier financier, ce qui va faire que l'entreprise, si par exemple il y a une hausse des taux, elle va pas être trop impactée, elle va pas être à deux doigts de couler à cause de ça, quoi. Cet indice-là, on peut voir qu'il surperforme énormément le MSCI World. On passe de 9% à 12% par an, ou de 8 à 11%. Donc là, ça commence à parler. On n'est plus investi que sur les entreprises américaines, on est sur le monde des pays développés et on fait plus 3% par an de performance. Moi, ça m'intéresse. Et quand on regarde un peu plus près, on commence à s'ouvrir à des pays comme la Suisse, le Royaume-Uni qui prend une plus grosse part, on a le Danemark, le Japon, la France malheureusement qui est oubliée, mais c'est dans les faits, c'est comme ça. Et quand on regarde les 10 principales, on commence à avoir des entreprises européennes. On a Novo Nordisk et après on a fait le tri, on a sorti quelques entreprises américaines comme par exemple Tesla qui n'y est plus. Donc je trouve que c'est un très très bon complément, un très bon ETF et voilà, on a un tri qui est sérieux, on passe de 1500 à 300 entreprises seulement. Mais on retombe dans un travers, c'est qu'on n'a plus les entreprises de pays émergents. Alors pour ça, on a créé le ACWI avec du coup les filtres Quality qu'on va voir juste là. Hop, et on voit qu'on a aussi une très très bonne performance. On passe de 8,48, 7,80. Donc là, c'est depuis 1994 et non pas 84. Et on arrive à 11,61, 11,21. En tout cas, on dépasse largement les 10% par an. Et ça fait vraiment plaisir. Sachant qu'on est exposé à beaucoup plus de pays. Et quand on regarde de plus près comment c'est fait, on a Taïwan qui arrive à l'intérieur. Donc c'est cool. C'est peut-être pas l'entreprise à laquelle tu penserais d'abord. Mais on a quand même des entreprises qui viennent d'ailleurs, qui viennent pas des pays développés. On se retrouve avec 500 entreprises au lieu de 3000. Et clairement, pour moi, c'est mieux qu'un S&P 500. On est exposé à 500 entreprises, sauf que c'est du monde entier et non pas que les meilleures américaines. Voilà, c'est meilleur mondial, y compris les pays émergents. Et on a une meilleure pondération. Quand tu vois que Apple fait 4,81% alors que sur le S&P 500 elle fait 6,62%, c'est 2% à elle toute seule de plus. Ça va nous permettre de faire entrer d'autres entreprises. Le seul problème dans tout ça, c'est que j'ai jamais trouvé d'ETF ACWI Quality. Tu peux le voir sur mon portefeuille, j'avais acheté des pays émergents ici en même temps qu'un MSCI World. Ensuite, j'ai découvert le ACWI, donc je me suis mis à investir sur du ACWI juste là. Mais j'ai cherché du Quality, j'en ai pas trouvé. Maintenant, quand je vois les chiffres, je me dis que je préfère quand même investir sur du World Quality que du ACWI tout court. Pourquoi? Parce que ma façon d'investir, c'est d'investir sur des entreprises de qualité, avec exactement ce qu'ils mettent en ligne de mire, un ROE élevé, des leviers pas trop déconnants non plus et des bénéfices stables. Alors il y a certaines entreprises qui cochent pas cette checklist et que je suis en train de voir pour virer, dont Albemarle qui a des bénéfices en dents de scie. Donc ça va sortir. Mais il faut vraiment comprendre que quand tu investis, déjà toi tu vas changer ta façon d'investir, mais aussi il faut être clair sur les critères que tu vas regarder. Parce que concrètement, si tu investis en fait sur un S&P 500 pour investir sur le marché américain, autant que tu investisses sur les 7 grosses entreprises que voilà, ce sont les 7 magnifiques: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta Platforms.
Là, tu es investi sur quasiment tout le marché américain, comme on l'a vu juste là. Ensuite, tu as Berkshire Hathaway qui investit à 50% sur Apple, donc pas tellement d'intérêt. Et après, d'autres entreprises sur lesquelles tu pourrais investir de ton côté toi-même. Si par contre tu investis sur le S&P 500 pour investir sur un ETF et pour te protéger, autant investir sur du ACWI. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. C'est que si jamais je suis à court d'argent et que j'ai besoin d'aller piocher dans mon portefeuille, je vendrai en première cette ligne qui se veut être la plus stable. Je veux pas qu'elle me fasse du 20% par an parce qu'elle risque de faire moins 40 de temps en temps. Je veux surtout qu'elle fasse 7-8% comme je te l'ai montré. Par contre, je prends bien moins de risques et il y a moins de chances qu'elle soit dans le rouge ou dans le rouge sévère. Et pour finir, si tu veux investir pour de la performance mais dans un ETF sans te prendre la tête, tu prends un World Quality. Tu vois, tu investis quand même dans 300 entreprises, tu investis bien sûr sur les plus gros américains, mais aussi sur d'autres européens. Et ça va te permettre de t'exposer passivement et d'avoir une performance très très bonne. On est sur du 12% par an et du 11,50 depuis 94. Donc ça fait depuis 30 ans. Franchement, fonce, tu vois, fais-toi plaisir. Bon, j'espère que j'aurais pas choqué ta sensibilité en te disant que le S&P 500, ce n'est clairement pas le meilleur investissement pour tout le monde. Je te rappelle que tu peux passer par le lien en description pour gagner une fraction d'action après tes 2 premiers investissements. Je t'en ai pas parlé non plus, mais tu peux gagner 4% sur le compte espèce que tu as, c'est-à-dire que l'argent non investi te rapporte de l'argent. Et moi, on peut voir qu'il m'a rapporté 37 € ce mois-ci. En attendant, tu as cette vidéo à regarder et puis on se dit à demain. Ciao!